Écoutez, je crois qu'il y a effectivement un regain d'intérêt pour les réformes structurelles aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, les pays émergents et en développement ont connu en moyenne une bonne croissance au cours de la décennie qui s'est écoulée, mais finalement la vitesse à laquelle ils résorbent leur écart de niveau de vie vis-à-vis des pays avancés est en moyenne assez lente. C'est vrai qu'on pense toujours aux grands cas de succès comme la Chine, l'Inde, où il y a une convergence rapide, mais en moyenne, les pays émergents et en voie de développement réduisent leur écart à seulement 1% chaque année. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour le pays émergent moyen, il faudrait plus de 50 ans pour réduire la moitié de l'écart de niveau de vie vis-à-vis des pays avancés, et il faudrait presque 100 ans pour le pays à bas revenus moyen. Donc c'est très long, et donc ça suscite un regain d'intérêt pour les réformes. La deuxième raison qui suscite un regain d'intérêt, je pense, des gouvernements pour les réformes, c'est que l'environnement macroéconomique mondial est devenu plus défavorable. Les pays avancés ont une croissance plus faible, les politiques sont devenues aussi plus incertaines dans les pays avancés, politique commerciale, risques liés au Brexit, tensions commerciales et technologiques. Et ça suscite évidemment des craintes chez les pays émergents et en développement, et ça les incite à se tourner vers eux-mêmes pour trouver des sources de croissance plus autonomes. Et le dernier point, c'est que les perspectives d'une hausse nouvelle des matières premières sont moindres aujourd'hui que par le passé. C'est difficile de penser qu'on va avoir un nouveau boom des matières premières tel que celui des années 2000. Et puis les marges de manœuvre aussi pour croître de façon autonome sans recourir aux réformes structurelles, comme par exemple en faisant de la relance budgétaire, ces marges de manœuvre de relance budgétaire sont moindres aujourd'hui que par le passé parce que les dettes publiques ont augmenté dans de nombreux pays émergents et en développement. Donc moins de marge de manœuvre veut dire se tourner vers des solutions alternatives comme les réformes. C'est vrai que ces réformes génèrent des gains en moyenne, à moyen terme, mais ces gains varient suivant les pays d'abord. On a des grands cas de succès des réformes, on a aussi des cas d'échec des réformes, et puis surtout on voit que ces gains se matérialisent lentement, c'est-à-dire qu'il faut en général 3 à 5 ans pour des gains, pour pleinement récolter les fruits, par exemple, d'une réduction des barrières à l'entrée sur certains marchés, augmenter la concurrence, par exemple supprimer les permis nécessaires, des licences nécessaires pour opérer dans certains marchés, etc. Et donc ça signifie que pour les gouvernements, du point de vue politique, il fait peut-être plus sens de réformer au début d'un mandat électoral pour qu'on ait le temps de voir les bénéfices de ces réformes au cours de son mandat. Et ça veut aussi dire qu'en général, si c'est possible, il est bon de réformer quand la conjoncture est encore favorable, parce que ça permet, en général, là aussi, c'est ce qu'on trouve historiquement, d'augmenter le soutien populaire aux réformes et au gouvernement en place. Et je dirais que les deux conclusions de notre rapport sont très en ligne avec le plan de réforme actuel du Maroc et la recherche d'un nouveau modèle de croissance pour le Maroc. Ce qu'on montre notamment, c'est qu'il y a souvent deux contraintes à la croissance dans beaucoup de pays émergents et en développement, et qui sont deux contraintes qui aussi réduisent l'impact bénéfique d'autres réformes. La première contrainte, c'est la gouvernance et la corruption. Pour vous donner un exemple, si par exemple vous réduisez les barrières à l'entrée dans un marché et vous incitez des entreprises à rentrer sur ce marché pour concurrencer l'entreprise en place, eh bien ces entreprises, ces nouveaux entrants vont rentrer davantage sur le marché et donc vont générer davantage de concurrence, davantage d'emplois, davantage de croissance économique s'ils ne craignent pas d'être expropriés ou s'ils ne craignent pas que le gouvernement soutient de façon tacite un monopole en place, par exemple le monopole historique. Donc ça souligne bien que plus la gouvernance est bonne, plus la corruption est faible, et plus les gains d'autres réformes, comme par exemple ici essayer d'augmenter la concurrence, vont être élevés. Et le deuxième point, qui est aussi en ligne, je pense, avec un agenda de réforme au Maroc, c'est d'essayer d'augmenter l'accès au crédit. Ce qu'on voit, c'est que je crois qu'au Maroc, une petite et moyenne entreprise sur deux n'a pas accès au crédit. Et qu'est-ce que ça peut générer comme problème ? Là aussi, ça génère
ça génère des coûts économiques et ça réduit les gains des autres réformes. Pour vous donner un exemple, si vous faites une réforme qui vise par exemple disons, à réduire le coût du travail ou réduire les procédures administratives pour opérer dans un marché, eh bien ça va inciter les entreprises du secteur formel à croître. Ils auront envie d'investir, d'embaucher. Le problème, c'est que si elles n'ont pas d'accès au crédit, ou si leur accès au crédit est contraint, eh bien même si elles ont envie d'investir et d'embaucher, elles ne vont pas le faire. Et donc là, une nouvelle fois, c'est un cas où le manque d'accès au crédit réduit les gains des réformes. Et donc je pense que ces deux points, améliorer la gouvernance et améliorer l'accès au crédit, qui sont deux gros sujets actuellement au Maroc, sont très en ligne avec nos propres recommandations. Donc je pense que c'est quelque chose de très très positif. Et je pense qu'il reste des marges de manœuvre au Maroc pour améliorer le fonctionnement du marché du travail, notamment de la protection de l'emploi, qui est assez fragmentée. Et de façon générale, dans les pays en voie de développement et pays émergents, une évolution souhaitable à long terme serait d'essayer de protéger les travailleurs plutôt que les emplois. Et qu'est-ce que ça signifie en pratique? Ça signifie essayer de protéger les travailleurs via le filet de protection sociale ou en développement aussi des systèmes d'indemnisation du chômage. Et moins protéger les emplois, ça veut dire assouplir la législation de la protection de l'emploi pour les travailleurs permanents, comme par exemple simplifier les procédures de licenciement. Et ça, c'est le genre de réforme qui peut permettre à la fois de protéger les gens tout en améliorant le fonctionnement du marché du travail, permettre des transitions plus rapides de l'économie vers des secteurs plus porteurs, des secteurs les moins porteurs et des secteurs les plus porteurs. Et ça, c'est quelque chose qui reste une marge de manœuvre au Maroc.